Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille vétérinaire Jean-Michel Denis. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors Jean-Michel, tu es diplômé de l'école de Toulouse en 1995. Tu es aujourd'hui vétérinaire associé sur l'île de la Réunion, dans un groupe englobant 6 cliniques sur le sud-ouest de l'île. Tu es aujourd'hui exclusivement vétérinaire canin et NAC, mais ça n'a pas toujours été le cas. En plus d'être heureux papa de 3, je te cite, merveilleux enfants, Marie C'est aussi, tu es aussi grand sportif et fier porteur de plusieurs médailles, dont une médaille de bronze au championnat d'Europe de force athlétique en 2021. Exactement, c'est ça. À lire ta biographie, je te soupçonne d'être un peu philosophe à tes heures perdues. Une caractéristique particulière de ce podcast, c'est que, Jean-Michel, tu as été mis en relation via un ami sportif non vétérinaire. Ça nous change un peu. Pierrick, que je salue, si tu nous écoutes. Alors Jean-Michel, merci d'être là ce matin avec moi. Et commençons par notre question traditionnelle. Pourquoi vétérinaire ? Alors pourquoi vétérinaire ? C'est difficile à dire puisqu'en fait, je ne me souviens pas du moment où j'ai voulu être vétérinaire. Mes parents me disent toujours que c'est la seule chose sur laquelle j'ai été constant, puisque j'ai fait plein de sports différents, j'ai joué plein d'instruments de musique différents, j'ai toujours abandonné. Par contre, à la seconde où j'ai su qu'on pouvait soigner les animaux, j'ai voulu faire ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui remonte à la plus tendre enfance et je peux pas, disons, identifier un moment particulier où j'aurais été séduit par le métier, ou par exemple j'aurais vu un vétérinaire à l'œuvre, ou j'aurais par exemple vu le vétérinaire chez mes parents qui auraient été éleveurs, par exemple, comme on peut souvent voir. C'est pas du tout ça. J'ai pas fait d'équitation, donc ma vocation entre guillemets est pas venue non plus d'une activité particulière avec les animaux. J'ai l'impression d'être né avec ça. Et mes parents racontent que tout petit, j'enterrais déjà les fourmis quand j'en trouvais une morte. Enfin voilà, ça a toujours été présent en moi et j'ai jamais rien voulu faire d'autre. Mon parcours scolaire a été extrêmement chaotique, donc tout le monde me disait que c'était impossible, qu'il fallait que je change d'idée, qu'il fallait que j'abandonne ce projet. J'ai failli être orienté en 5e dans des classes spécifiques pour enfants en difficulté, etc. Donc c'était quelque chose de totalement inaccessible pour tout le monde. Mais moi je savais, en tout cas, j'avais pas de plan B, quoi. Voilà, il y avait pas c'était pas vétérinaire ou autre chose, c'était ça et puis rien d'autre. Voilà. D'accord. Donc t'as jamais réfléchi en fin de compte à un plan B ? J'ai jamais réfléchi à un plan B. Non, jamais. Et qu'est-ce que tu penses t'animer qu'est-ce qui t'attirait dans ce métier à cette époque-là, tu te rappelles ? Alors j'ai toujours eu un très bon contact avec toutes sortes d'animaux, c'est-à-dire que dans mon parcours professionnel, j'ai été amené à être, par exemple, le seul vétérinaire à pouvoir rentrer dans un box pour un étalon que personne ne pouvait approcher. J'ai souvent des points rouges dans les fichiers clients où on me dit attention, chien très difficile, attention, chat sauvage, etc. Alors je dis pas que c'est toujours magique, hein, mais très souvent ça se passe bien.
sans que j'ai l'impression d'y être pour quoi que ce soit, hein, ça se fait comme ça. J'ai été amené à capturer des animaux sauvages sur le barrage de Petit Saut en Guyane, et j'avais toujours l'impression que ça se passait plutôt bien. Et j'étais capable, petit, très jeune, de rester plusieurs heures, mais vraiment plusieurs heures, hein, c'est pas une exagération, plusieurs heures à observer une sauterelle, une fourmi, une chenille. Voilà, j'ai je sais pas quoi dire de plus en fait. J'ai vraiment l'impression que ça fait partie de moi, quoi. C'est déjà pas mal. Ouais, un espèce de lien indéfectible entre toi et les animaux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Alors par contre, pas uniquement les chiens, les chats et les animaux. Y a pas de côté mignon là-dedans. Il y a pas de côté calendrier avec des chatons. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pas ça. C'est une fascination. Voilà, c'est plus une fascination. Je peux être autant fasciné j'ai une fascination par le vivant en général. C'est-à-dire, j'ai la même fascination quand je vois une feuille, un bourgeon, enfin la biologie végétale, j'adore aussi, hein. Et j'ai cette même fascination-là que quand je regarde, par exemple, qu'un influx nerveux va me permettre de serrer la main ou l'ouvrir. C'est une fascination pour le vivant en général. Ok, ouais, super. Et donc ton parcours étudiant, donc la première partie plutôt chaotique. Quand tu es arrivé aux études, comment ça s'est passé? Ben, ça a été la grande claque en fait, jusqu'en terminale. J'ai toujours réussi à sortir mon épingle du jeu au dernier moment, c'est-à-dire à avoir une année scolaire catastrophique, et puis sur les 2 derniers mois, le dernier mois, voire les 15 derniers jours, réussir à surprendre les professeurs qui du coup disaient bon allez d'accord, on te fait passer dans la classe supérieure. En troisième, non pas en troisième, entre la première et la terminale d'ailleurs. Il y a un prof qui m'a dit écoutez, on vous laisse passer en terminale C, de toute façon c'est pas nous qui aurons l'échec au bac. Donc il se trouve que je changeais de lycée, voilà. Donc à chaque fois il y a eu une espèce de chance ou de chance provoquée, je sais pas, mais en tout cas il y a eu quelque chose qui a fait que je suis passé d'une étape à l'autre. Ensuite il y a eu le bac. Le bac, ça a été quand même quelque chose d'assez épique puisque j'ai eu 1 en maths au bac C, à l'écrit, 1 sur 20, et 5 en physique. J'ai pris évidemment ces 2 matières-là au rattrapage. J'ai eu 3 à l'oral et 7 en physique, ce qui, mine de rien, m'a rapporté 4 points fois 5 de coefficient, 20 points, ça a suffi pour que j'ai le bac au rattrapage. Donc vraiment, c'était ric-rac, mais j'étais absolument nul en maths et en physique. Je suis arrivé en prépa, veto, et là, ça a été la claque. Là, je me suis aperçu que c'était pas une marche, c'était l'Everest qu'il fallait gravir. Et comme j'avais compris quand même que là, j'étais dans l'antichambre de l'école vétérinaire, que c'est là qu'il fallait que ça se passe, bah là, j'ai cravaché, j'ai bossé comme un cinglé pendant 3 ans. Il m'a fallu 3 ans pour rattraper le niveau. Et en cube, j'ai réussi à intégrer. Et après, j'étais dans l'école veto, et puis j'avais appris comme tous les gens qui ont fait prépa, j'avais appris à travailler énormément en peu de temps. Et donc après, ça a été le circuit classique. Puis je faisais enfin ce qui m'intéressait, donc c'était quand même moins difficile de travailler puisque c'était des matières qui me plaisaient. Tu crois que c'était un manque de sens avant d'arriver aux études veto, du coup, qui faisait que tu travaillais pas spécialement? Il y a eu beaucoup de choses. Il y avait un manque de sens sans doute. Et puis j'étais aussi un petit con d'ado qui avait plus envie de faire des conneries plutôt que de travailler, quoi. Hein, donc moi je passais mon temps à draguer les filles, à me battre avec mes copains et puis aller fumer des clopes derrière le lycée. Enfin voilà, je faisais beaucoup de bêtises, hein, beaucoup d'âneries. Mes parents sont allés me chercher 3 fois en garde à vue au poste. Enfin j'ai été viré de 3 écoles. Enfin voilà, quand je dis chaotique, c'est chaotique, quoi. Ça a vraiment été très très difficile pour mes parents, mes pauvres parents. Alors ton parcours vétérinaire, il démarre en Guyane avec une mission faune sauvage. Comment ça se passe tout ça? Juste avant la Guyane, je vais quand même juste te dire un truc dans mon parcours d'étudiant qui est quand même rigolo. Et puis ça en dit aussi assez long sur les différentes mentalités dans les pays d'Europe. Donc j'ai redoublé ma 2e année et à l'époque s'est mis en place le programme Erasmus. Et il y avait des places pour Erasmus à Barcelone. C'est vraiment le cliché, hein, Erasmus à Barcelone. Et je me suis inscrit. Et évidemment, le prof qui
qui s'occupait de ça, m'a dit, mais enfin, t'es redoublant, t'as 2 matières à passer au deuxième semestre, il est même pas question qu'on envoie un redoublant en Erasmus. Ça, c'est pas possible. Et je dis, bon, d'accord, mais je suis inscrit, et puis voilà, ça coûte rien, quoi. Et au mois de février, donc sachant que l'année se terminait en juin, hein, j'ai reçu un coup de fil. J'étais chez mes parents parce que j'avais que 2 matières à passer, et il se trouve que à ce moment de l'année, il y a les matières, il y avait pas de cours dans ces matières à l'école. Donc j'étais chez mes parents et j'ai reçu un coup de fil chez mes parents qui m'ont dit, et où le prof m'a dit, bah t'es toujours intéressé? J'ai dit bah oui. Bah écoute, on trouve personne d'autre pour partir en Erasmus, donc il faut qu'on envoie quelqu'un. Donc si t'es intéressé, tu peux y aller. Il faut savoir que dans l'autre sens, les Barcelonais, quand ils venaient à Toulouse, ils passaient un concours pour en retenir 2, 3 ou 4. Il y avait 50 ou 60 candidats. Et nous, à Toulouse, ils n'avaient pas trouvé un deuxième larron. C'est assez désolant. Bref, ça a changé tout ça, hein, mais à l'époque, c'est vrai que les Français étaient pas très mobiles. Pourquoi tu penses qu'il y avait une telle différence? Je sais pas. Je pense que c'est culturel, que à l'époque on se disait qu'on n'avait pas grand chose à aller voir ailleurs, qu'on avait tout chez nous, tu vois, qu'une espèce de, je sais pas. J'ai du mal à analyser ça. Je comprends pas. Surtout quand tu vois la richesse de cette expérience à tous les niveaux qu'a été pour moi. J'ai appris une langue, je me suis fait plein de potes, j'ai fait plus la bringue en 4 mois que dans toute ma vie. Ça a été extraordinaire, quoi, vraiment extraordinaire. Donc voilà ça. Et donc je reviens de Barcelone, je fais ma 3e année, et là se met en place le programme Faune Sauvage. Comme j'étais redoublant, bah, c'est tous mes copains qui étaient en 4e année qui en ont profité. Et moi j'étais un petit peu jaloux, quoi. Je dis non, si j'avais pas redoublé, bah, je serais avec eux. Et l'année d'après, le programme se poursuit, et pareil, il y a un appel à candidature. Et là, je me présente. Et de la même façon que pour Erasmus, on m'a dit, mais non, mais toi, t'as redoublé, on sélectionne surtout sur les résultats scolaires, tu comprends bien qu'un stage comme ça, on peut pas le donner à n'importe qui, etc. J'ai dit, bah d'accord, ok, très bien. Et Fred Madlena, qui est d'ailleurs installé ici à la Réunion des Cabris, à quelques kilomètres, qui est mon pote d'école, quoi, hein, d'école veto, on s'est connus dès le premier jour des brimades et on s'est plus jamais lâché. Parle de moi là-bas en Guyane, et il dit, ah mais vous savez que moi j'ai un copain qui est en 3e année là puis qui va passer en 4e année, qui a fait son stage de première année à l'Institut herpétologique Gustave Orsès. Il sait manipuler les serpents venimeux, il a eu des serpents venimeux chez lui, il a actuellement des serpents chez lui, donc c'est quelqu'un qui a vraiment pas peur des reptiles. Si vous voulez quelqu'un qui assure avec les serpents, bah faut le prendre. Et donc Nicolas Vidal, qui était responsable du département reptilien amphibien au Muséum d'histoire naturelle, a appelé directement l'école Veto à Toulouse pour leur dire, vous avez un petit gars là qui va passer en 4e année, qui nous intéresse, est-ce que vous pourriez lui demander s'il serait intéressé pour venir chez nous? Et il se trouve que moi j'avais postulé 2 mois avant et qu'on m'avait rigolé au nez. Donc on m'a recontacté aussi et on m'a dit, bah finalement en fait tu pars en Guyane. Voilà, et je suis arrivé là-bas en Guyane, et le premier jour je capturais un crotal dans une bouche d'évacuation qui faisait peur au mec du barrage. Donc dès le premier jour, en fait, j'ai été tout de suite mis au taf. Et t'as fait bonne impression du coup? Bah, je te dis, j'avais encore la valise dans le minibus, qu'il y a un appel de la base vie qui dit, alors c'est pas un crotal exactement, ça s'appelle un grage-carreau, c'est un crotalidé, quoi. Bon bref, c'est un serpent, c'est une vipère assez dangereuse. Et que le gars reçoit votre talkie-walkie, il y a un grage-carreau là à tel endroit, ça gêne, les gars ils osent pas aller sur le chantier, etc. Et nous, on était à côté. Et je dis, bah, si vous voulez, moi, je vais virer le truc. Et ils m'ont dit, bah, ok. Je suis allé là-bas, j'ai attrapé le machin, je l'ai mis dans un bidon, et puis après, je suis allé m'installer. Donc, ça faisait pas 5 minutes que j'étais sur site, que déjà, j'avais démontré que j'étais capable d'attraper un serpent venimeux, donc c'était réglé. Ma légitimité était validée. Extra. Et t'as parlé d'un stage là en début de tes études, c'était quoi ça exactement? Alors ça, c'était mon stage de 4e année, en fait. Mon stage de fin d'études. C'était ces mois en Guyane où on partait en fait capturer des animaux sur la zone qui était inondée par le barrage. Donc la montée des eaux formait des îlots. Les animaux étaient enfermés sur ces îlots. Et donc le but affiché
c'était d'aller sauver les animaux. Évidemment qu'on n'a rien sauvé du tout. Les animaux, ils étaient extrêmement malades, débilités, ils avaient pas mangé de certains depuis plusieurs mois. Donc on les sauvait pas, on les récupérait, on allait les relâcher dans une zone qu'on appelait la zone de relâcher. Il y a une zone qui était peuplée déjà d'animaux présents sur site, c'était leur territoire en pleine forme. Donc évidemment que ces pauvres animaux qu'on a relâchés, ils ont pas fait long feu. Mais par contre, le gros entre guillemets l'objectif, disons inavoué et quand même intéressant, c'est que ça a été un recueil de données absolument extraordinaire. C'est que on a découvert des nouvelles espèces, on a fait des découvertes génétiques incroyables. Enfin, ça a été l'objet de. Ces animaux seraient morts de toute façon. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont survécu quand même dans le tas. Mais bon, la perte a été très très importante, je pense. Mais au moins, ils sont pas morts pour rien, puisque ça a permis de recueillir en parasitologie, etc., énormément de données scientifiques. Donc pour ça, c'était quand même légitime de le faire. Et vous étiez combien de vétérinaires alors? C'est des vétérinaires, j'imagine, avec biologistes, un mix de gens? Alors oui, il y avait de tout. C'était génial parce que la base ville, le barrage, il est à 60 km de Kourou. Donc impossible de loger à Kourou et puis de faire des allers-retours. Donc on logeait sur place, sur un endroit qu'on appelait la base ville dans des bungalows. Et il y avait des archéologues, des biologistes, des photographes, des journalistes, des vétos. Il y avait toutes sortes de scientifiques. Et les échanges étaient géniaux et les sorties avec tous ces gars-là étaient super. Et puis nous, notre boulot était quand même très sympa, très physique, mais très sympa. On allait quand même dans la forêt, capturer des bestioles, quoi. C'était d'Actari, quoi. Et c'était combien de temps, ça? Alors ça a duré 4 mois et moi j'ai été prolongé de 3 mois, donc ça a fait 7 mois en tout. Ok. Et suite à ça, tu reviens en France ou tu prolonges encore là-bas? Non, je reste là-bas. Je reste là-bas parce que il se trouve qu'on se blessait pas mal là-bas, et donc j'allais souvent à l'infirmerie et je suis tombé amoureux de l'infirmière. Excellent. Donc du coup, tu te blessais encore plus? Non, on ne faisait pas exprès, on se blessait, c'est comme ça. Mais bon, voilà, je voyais souvent l'infirmière et puis du coup, bah, on s'est mis ensemble et puis on est resté à habiter là-bas un moment. Elle a été mutée à Maripasoula, qui est un petit village perdu au milieu de la brousse, de la forêt, à plusieurs jours de pirogue de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc je l'ai suivi. Et puis à l'époque, il y avait encore le service militaire, donc les autorités militaires m'ont rattrapé en me disant, mon petit gars, là, il faudrait quand même que tu fasses ce qu'il y a à faire. Et j'ai voulu absolument rester là, donc je me suis débrouillé avec le même Fred d'ailleurs en question, pour qu'il lui faisait son service aussi là-bas et pour récupérer son poste. Et donc j'ai fait mon service civil de volontariat à l'aide technique en Guyane. Ça m'a prolongé encore de 18 mois. Puis après j'ai fait des remplats pour prolonger encore un petit peu. Et puis ensuite il y a eu des gros problèmes de sécurité à cette époque-là. Il y a eu vraiment des vagues de crimes très importantes et ça correspondait pile poil au moment où on voulait faire un bébé. Et donc on a réfléchi tous les deux. La Guyane, on adorait, on n'avait pas du tout envie de partir. Mais on s'est dit comment on va faire pour élever nos enfants dans des bonnes conditions et puis surtout en leur inculquant les valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire le respect de l'autre, le pacifisme, etc. Avec un fusil chargé dans le placard, quoi. Ça paraissait un peu contradictoire. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est qu'on va attendre que ça se calme. On va partir en métropole quelque temps. Moi, ça va me permettre aussi de me perfectionner dans mon métier parce que jusque-là, j'avais été étudiant ou captureur de singes, mais je ne savais rien faire en fait. Et donc aussi, ça va me permettre de me perfectionner dans mon métier. On va partir quelque temps et puis on viendra s'installer en Guyane plus tard. Ma sœur m'avait rejoint, elle y est toujours d'ailleurs. Donc, j'avais pas du tout envie de partir définitivement. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les Landes, dans un très bel endroit au milieu de la forêt des Landes. Malheureusement, rapidement, moi ça m'allait très bien. Je bossais comme un cinglé, j'étais de garde un jour sur deux, un week-end sur deux, à l'ancienne quoi. Ouais. Mais mon ex-femme, ça a été très très difficile pour elle d'être enceinte, d'allaiter. Elle a eu un accouchement très difficile en plus, au milieu de 60 km de forêt, 60 km autour quoi, de circonférence, enfin pas de circonférence, de rayon plutôt, avec strictement rien du tout à faire. Donc pour elle ça a été très compliqué, donc elle a voulu repartir en Guyane
Et moi, j'ai regardé. C'est à ce moment-là que Fred, justement, mon pote, il est souvent présent lui dans mes décisions. Le pote Fred. Les changements de vie. Le pote Fred, il est venu apprendre la rurale. Parce que moi, j'avais appris, j'étais en rural pur, hein, donc j'avais quand même pas mal progressé dans mon métier. Et au bout de 18 mois, 2 ans, il m'a dit, ouais, je développe un petit peu la rurale dans mon cabinet ici. Est-ce que je peux venir faire un stage avec toi et te suivre en tournée? Et puis, je dis, bah, bien sûr, au contraire. Et donc, il est venu passer un petit mois chez nous avec sa femme et il tournait avec moi tous les jours et il me parlait de la Réunion, de la Réunion, de la Réunion, de la Réunion, de la Réunion. Il me montrait des photos, etc. Et j'en ai parlé donc à mon ex-femme. Je lui ai dit, écoute, la Guyane, c'est un petit peu tôt. C'est pas encore tout à fait calmé. Et puis, j'avais un projet là-bas en Guyane d'installation avec un copain. Et il se trouve que ce copain en question était parti faire un petit tour du monde avant justement de devenir chef d'entreprise. Et donc j'étais pas tout à fait prêt. Je lui ai dit, il reste un an à peu près à mon avis pour qu'on soit prêt. Est-ce que pendant un an on n'irait pas faire un tour à la Réunion? Elle m'a dit, écoute, tout sauf rester ici, quoi. Voilà. Les Landes, ça lui sortait par toutes les pores de la peau. Et donc elle m'a dit, écoute, on se barre à la Réunion, il n'y a pas de problème, on se barre un an et puis après on verra pour retourner en Guyane. Et voilà comment je me suis retrouvé là et que je suis plus jamais reparti. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage en Guyane déjà? Une connexion. Alors ça fait très hippie New Age, hein, donc c'est pas du tout ça, mais je veux dire une sensation de bien-être et d'appartenance à une nature, à la forêt, à être un peu être dans l'écosystème, quoi, faire partie de l'écosystème, ne pas regarder la forêt, la nature, les animaux, la flore, la faune, avec un regard d'entomologiste, c'est-à-dire pas regarder ça d'en haut, regarder comment ça se passe, mais vraiment être dedans. J'ai eu l'occasion de faire des grandes balades de plusieurs jours avec des Amérindiens, et t'as vraiment l'impression de faire partie d'un tout, quoi. T'es pas plus quelque chose que la plante ou le rongeur que tu vas croiser. Tu te sens pas plus fort parce que en fait t'es pas plus fort. Donc vraiment cette sensation d'être inclus dans un système naturel qui est indescriptible. C'est absolument génial. J'y suis retourné pour les 50 ans de ma sœur. On a fait un petit tour avec le copain avec qui je devais m'associer au départ. On a fait un tour dans la forêt et j'ai immédiatement ressenti ça. C'est vraiment quelque chose euh, de l'ordre. C'est transcendantal, quoi. T'es vraiment, tu sens vraiment qu'il se passe quelque chose. T'es dans quelque chose, quoi. T'es pas au-dessus en train de regarder. Tu visites pas la forêt. T'es dans la forêt. Tu fais partie de la forêt. Et ça, c'est génial. Voilà, je retiens ça. Et puis, je retiens évidemment aussi le fait que entre Rémiremont-Joly et Cayenne, il y a une seule route, si tu veux. Et c'est là où tout le monde habite. Et donc, tout le monde passe chez tout le monde tous les soirs. Donc t'as tout le temps quelqu'un qui débarque chez toi avec une bouteille de rhum et pour boire un coup et rigoler, discuter. Tu travailles le lendemain, mais c'est pas grave. Il y a vraiment ce côté-là qui n'existe pas à La Réunion parce que la géographie est pas la même. Ça existe évidemment beaucoup plus à La Réunion qu'en métropole, mais encore plus en Guyane. En Guyane, t'as vraiment une communauté de gens qui se voient tout le temps, qui passent tout le temps les uns chez les autres. Tu croises tout le temps quelqu'un que tu connais dans la rue. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être dans un village, quoi. Ça aussi, c'est super chouette. Est-ce que tu serais tenté de retourner là-bas à un moment donné, peut-être pour ta retraite? Je sais pas. C'est très difficile. J'ai ma sœur, mon beau-frère, mes neveux, pas mal de copains encore là-bas. Donc, ouais, ce serait imaginable. Mais je sais pas. Honnêtement, on va pas rien. En tout cas, tu me donnes un peu. Je sens les étoiles dans tes yeux quand t'en parles. C'est assez émouvant. Ouais, j'ai adoré ce pays. Ça se sent, c'est chouette. Donc les Landes, tu es là-bas combien de temps au final? 3 ans. 3 ans aussi. Ok. Et puis direction La Réunion. Et comment ça se passe là-bas? Direction La Réunion. Ouais, ça se passe très bien. Bah, je suis arrivé dans les. Alors ouais, déjà au départ, j'étais embauché dans une autre clinique. À la base, j'étais en train de remplacer à Gimont et j'ai postulé pour la Guyane. Et puis là, j'ai eu une première réponse d'un autre cabinet.
et qui m'imposait des choses en me disant il faut absolument que tu sois là à telle date, etc. Bon, je voulais bien avoir la meilleure volonté du monde, mais j'avais un contrat à honorer déjà. Et puis surtout, je me souviens, j'avais ma thèse à défendre le 9 octobre et il fallait que je démarre le 1er octobre. Et je leur ai dit, moi, démarrer le 1er octobre, ça me dérange pas, mais il faut que je puisse venir soutenir ma thèse le 9. Et ils m'ont dit oui, bah bien sûr, il y a pas de problème, tu iras soutenir ta thèse le 9. Je dis ouais, mais moi je suis pas riche, hein, donc je peux pas me payer 2 billets d'avion à 10 jours d'intervalle, quoi. C'est impossible, quoi. Et ils m'ont dit ah ouais, non mais on va pas te payer un billet d'avion pour retourner soutenir ta thèse, c'est ton problème, tu postules, c'est toi qui tu dois assumer ce que tu veux faire, quoi. Je dis bah ok, mais c'est juste que je veux bien assumer, mais je peux pas, quoi. Financièrement, je peux pas. J'ai personne derrière qui peut me payer un billet d'avion. Donc est-ce qu'il y a moyen au moins de m'avancer le deuxième billet d'avion et puis que je vous le rembourse petit à petit. Et ça aussi c'était pas possible. Donc je me suis quand même dit que j'avais affaire à des gros cons. Ouais. Et et j'ai pas eu trop envie de bosser pour eux. Et donc j'étais un peu déçu parce que j'étais content au début, si tu veux, c'était la douche écossaise, quoi. J'étais content d'avoir été pris et puis après je me dis mais c'est qui ces abrutis, quoi. Et donc j'ai raccroché en disant bah je sais pas, je vais réfléchir. Voilà. Puis en fait c'était tout réfléchi, j'avais pas envie d'y aller. Et voilà. Et j'étais un petit peu quand même un peu dégoûté, quoi. Je me suis dit mince, pas de bol. C'était ma seule chance peut-être d'aller travailler à la Réunion. Et il y a pas 2 heures qui s'est passé que j'ai eu un appel à Gimont sur le téléphone de la clinique de Gimont, de la clinique de Saint-Louis, donc là où j'ai travaillé par la suite. Et la première question que je leur ai dit, mais comment vous avez eu ce numéro, quoi? Et ben ils avaient appelé Fred parce qu'ils avaient Le fameux. Fred avait dit que je cherchais. Il l'avait appelé. Il leur avait dit, bah je crois qu'il remplace dans le sud-ouest, dans une clinique à côté d'un marché au foie gras, je sais pas trop où c'est. Et eux, ils avaient cherché, ils avaient fait la recherche, ils avaient vu que c'était Gimont, ils avaient dit, il y a une clinique veto à Gimont, on va appeler, on sait jamais, et paf, ils sont tombés sur moi. Et là, je me suis dit, punaise, les gars, ils ont vraiment envie que je bosse pour eux, quoi. Et puis là, bah, ça a été le courant est passé tout de suite, quoi. Ils m'ont dit, mais de toute façon, je leur ai dit, bon, ouais, bah, pas de problème, mais par contre, j'ai ma thèse à passer, ils me dit, t'arrives quand tu veux. Ok. Et au moment de parler de sous, ils m'ont dit, bah, écoute, tu nous diras tes prétentions quand tu seras là, mais là, pour l'instant, on a besoin de quelqu'un, donc dépêche-toi. C'est génial. Donc je suis arrivé là-bas, ils m'ont très bien payé, on a tout de suite accroché, quoi, avec les anciens associés qui sont partis depuis et puis les nouveaux associés qui étaient là aussi, les salariés. Il se trouve qu'il y avait un gars dans l'équipe que je connaissais, qui avait que j'avais croisé plusieurs fois à l'école. Enfin bref, ça s'est très très vite bien passé. Et puis ça c'était en 2001. C'est facile, je me rappelle très bien. Le 11 septembre 2001, j'étais à Gimont. Je travaillais à Gimont. Le 21 septembre 2001, j'étais sur la bretelle qui menait à Rangueil. Donc, je me suis pris l'explosion d'AZF en pleine tronche. Donc ça, c'était le 21 septembre 2001. Et le 9 octobre 2001, je soutenais ma thèse. Le 15 octobre 2001, je travaillais à Saint-Louis. Et voilà. Et janvier 2022, c'était Dina, hein, le plus gros cyclone de ces 20 dernières années. Et puis en 2004, je me suis associé. Et pendant ce temps-là, tu faisais que de la rurale. Je faisais de la rurale et il y avait un associé qui faisait des chevaux et qui en avait marre d'être tout seul. Et il se trouve que moi, pendant mon expérience professionnelle à Gabaret, je m'occupais d'un centre de trotteurs, je m'occupais de 2-3 centres équestres. Donc j'étais pas du tout un spécialiste en chevaux. D'ailleurs, je suis spécialiste en rien du tout, hein. Et je touche à tout. Je suis capable de soigner un éléphant, un dromadaire ou un lézard, mais je suis absolument spécialiste en rien. Et j'en suis fier. Et, euh, et donc il m'a dit, bah si ça t'ennuie pas, quand moi je pars en vacances, de prendre le relais sur les chevaux, les week-ends de garde, si tu peux faire les chevaux, etc., etc. J'ai dit oui, pas de problème, moi je m'en fiche, il y a pas de problème. Il y avait à côté, il y avait un parc à crocodiles. Il m'a dit, tu t'y connais en crocodile? J'ai dit absolument pas, ça me dérange pas du tout d'aller les soigner. Donc voilà, moi je m'en fichais, n'importe quoi, tout ce qui était vivant, ça pouvait le faire. Et donc j'ai commencé à faire les chevaux avec lui. Et puis petit à petit, bah les gens étaient bien contents. Donc on a développé la clientèle équine. Et donc voilà, je faisais de la rurale et de l'équine surtout. Ok.
Et pendant tes études, tu avais des envies, des affinités particulières ou tu étais déjà dans cet esprit de moi je veux faire tout, je veux être un bon généraliste? Je voulais faire tout, mais j'étais quand même très orienté vers la rurale. J'étais plus attiré par le monde rural que par la médecine canine au départ. Ouais, c'était plus la médecine collective, le lien avec l'humain. C'était vraiment quelque chose. La médecine de troupeau, tout ça, c'est quelque chose qui m'intéressait plus que la médecine individuelle au départ. Ça a changé petit à petit, mais clairement, ça m'intéressait plus. Et puis je faisais beaucoup de prophylaxie pour gagner des sous. Et clairement, j'étais bien, quoi. J'étais bien à la campagne avec les éleveurs. Je me sentais bien. Je me sentais bien dans ce milieu-là. Moi, je viens d'un milieu très très populaire des deux côtés, hein, de mes parents, que ce soit de chez ma mère ou de chez mon père. On vient d'un milieu extrêmement populaire, milieu ouvrier, et donc je me sentais beaucoup mieux au contact des paysans et des éleveurs qu'au contact des propriétaires de chiens et chats. Donc 2001-2004, tu t'associes, vous êtes deux. Ah non, on était plus. Ils étaient alors déjà, il y en avait deux qui faisaient de l'industriel quasiment à 100%. Ah ok. Et il y avait un associé en canine et un associé qui faisait donc les chevaux et la rurale. Donc moi je suis arrivé, j'étais le 5e. Ok, très clair. Mais par contre, vous avez bien grossi, vous avez bien développé. C'est devenu plusieurs cliniques, je pense. Ouais. Hein. Oui. Au début, il y avait Saint-Louis, la grosse structure, et il y avait une petite antenne qui servait surtout à faire de la vente de médicaments, qui était ouverte que l'après-midi aux Avirons, donc à quelques kilomètres d'ici. Et c'était un placard à chaussures. Vraiment, c'était affreux. C'était au fond d'un parking, ça ressemblait à rien. Et les gens venaient chercher leurs médicaments. Ça évitait aux éleveurs d'EO, si tu veux, de redescendre jusqu'à Saint-Louis. Donc c'était vraiment on faisait un petit peu de consultation canine, mais c'était rarissime. Surtout, on vendait des médicaments pour le porc industriel et la volaille industrielle. C'était surtout ça. Donc ça, c'est quand je suis arrivé. Et puis, mon associé, qui a quitté la structure il y a 2 ans, mais celui avec lequel je me suis le mieux entendu, on va dire, tous les deux, on avait vraiment envie de développer le truc, quoi. Et donc, on a commencé à s'amuser, à jouer au Monopoly. Ça a été payant. On a fait vraiment un beau réseau de cliniques. Ensuite, quand il est parti, les nouveaux associés, les jeunes, ont dynamisé tout ça avec des moyens informatiques plus puissants, avec une mise en réseau, une vraie mise en réseau. Là, vraiment, on a un bel outil. C'est chouette. On a 6 cliniques en réseau. On a des belles compétences, du beau matériel. Vraiment, ça s'est bien transformé en 20 ans. Ouais. Vous êtes combien de vétos là aujourd'hui? Alors, on est 6 associés et une douzaine d'équivalents temps plein en salariés. Voilà. Donc, ça a fait 17-18 équivalents temps plein de vétos, quoi, à peu près. Sympa. Et c'était quoi qui vous motivait tous les deux une espèce de fibre entrepreneuriale qui émergeait, Oui. développée, ouais. Alors lui, c'est un vrai entrepreneur. Enfin, c'était parce que maintenant il a bien ralenti le rythme. Enfin, ça reste quand même un génie en termes d'entreprise. C'est vraiment un mec qui avait une vista en ce qui concernait l'économie et les modèles économiques qui étaient admirables. Un espèce d'hyperactif, hyper nerveux, hyper impulsif, mais vraiment avec un talent incroyable en ce qui concerne l'entreprise. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans, mais par contre, ça me faisait marrer, quoi. Je trouvais ça super marrant. Donc, je trouvais ça chouette. Moi, j'ai pris ça comme un jeu de société, quoi. En fait, hein, vraiment. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Et puis, il y a un autre côté qui est pas du tout politiquement correct, mais que je vais dire quand même, c'est que rapidement, ça a commencé à attirer des jalousies, des remarques, des machins désagréables. Et moi, ça, c'est un truc qui me motive à mort. Plus tu me craques dessus, plus je vais y aller, quoi. Donc, ça m'a bien fait rigoler aussi.
voilà, d'attirer toute l'inimitié de la profession, des gens qui n'ont jamais rien fait. Il y a des gens qui sont restés dans leur coin sans bouger, sans se développer, rien du tout pendant 20 ans. Nous, qui existait là quand on est arrivé, quoi, qui existait déjà depuis longtemps quand on est arrivé. Et puis à partir du moment où on a commencé à s'installer, qui nous ont dit ouais, vous prenez toute la place, mais mon gars, la place elle était disponible, fallait juste la prendre avant nous, quoi. Et donc voilà, donc ce côté-là aussi, ça m'a motivé parce que ça m'a fait. En fait, je me suis amusé, quoi. Voilà, je me suis amusé. Moi, j'ai vu ça d'un point de vue très ludique. Très bien. Mais qui dit jeu de société dit perdre aussi parfois. Il y a sûrement eu aussi des moments un peu challengeants. On s'est planté, ouais. On s'est bien planté. On a implanté une annexe dans une ville du sud de l'île et ça a été un fiasco total. On est reparti la queue entre les jambes 3 ans plus tard, quoi. Mais c'est pas grave. Bah, c'est ce qui fait apprendre aussi. Oui, puis ça fait partie du jeu. Tu peux pas tout le temps gagner. Et si tout le développement de la clinique, enfin des cliniques du coup, était à refaire, tu ferais tout pareil? À quelques détails près, oui. En ce qui concerne le modèle économique, je changerais pas un iota de ce qu'on a fait. Après, il y a des détails comme les aménagements des cliniques. On a souvent vu trop petit, tu vois. Je vois par exemple la clinique dans laquelle je travaille le plus en ce moment. À l'époque, on pouvait louer les 2 locaux, qui ce sont 2 locaux jumelés. On pouvait louer les 2 parce que les 2 étaient à louer. On en a loué qu'un en se disant que c'était très bien pour faire ce qu'on voulait faire. Et en fait, quand tu vois le développement qu'on a pris sur cette clinique-là, il y avait largement de quoi utiliser la totalité de l'espace. Donc voilà, il y a des petits détails que j'aurais fait différemment. Mais sinon, le modèle économique, je le garde. C'est vraiment quelque chose de très intéressant de pouvoir mettre en réseau les compétences des uns et des autres, de pouvoir proposer aux clients, leur dire par exemple, bah moi ça je sais pas le faire, mais par contre la clinique qui est à 10 km d'ici, vous avez un spécialiste dans le domaine, par exemple en ophtalmo, j'ai un de mes associés qui travaille aux Avirons, donc dans une autre clinique que moi, qui a fait son CES d'ophtalmo. J'ai une de mes associées qui a fait un CEAV de médecine interne. Moi, j'ai fait un CES d'hématobioche. Donc, si tu veux, on a pu, comme on est nombreux, on a pu se barrer en métropole pour se former et par conséquent revenir avec des compétences qu'on a pu mutualiser sur une très grosse clientèle. Et le fait d'avoir une grosse clientèle étendue, ça permet aussi d'avoir suffisamment de cas pour mettre à profit ces compétences. Donc, je crois vraiment que ça, c'est un modèle que ce soit un modèle économique et un modèle médical intéressant. Oui, parce que toi, aujourd'hui, tu fais plus que de la canine. Je fais de la canine et des NAC, oui, tout à fait. Et des NAC, ouais. Ouais. Sans regret? Ça te manque pas la rurale? Des fois. Alors c'est marrant que tu me dises ça parce que jusqu'au début de l'année dernière, je vais dire jusqu'à la moitié de 2023, j'étais bien content de plus me prendre de coups de pied, de plus être couvert de merde, de plus aller faire des césariennes au fin fond d'un champ avec une lampe torche la nuit. Mais là, depuis quelque temps, j'ai envie de remettre la blouse et d'aller faire un peu de profilo, tu vois. Et ça me retravaille un petit peu. Mais c'est récent, hein, c'est très récent. Bon, tu pourrais, d'ailleurs, j'imagine. Oui, je vais le faire. En général, quand j'ai envie d'un truc, je le fais. Oui, vu ce que tu me racontes, où ça se fait tout seul. C'est la décision inconsciente est prise et ça se met en œuvre. C'est ça. Okay. Donc, ce serait pas étonnant qu'en 2024, j'aille faire quelques prises de sang. Super. Et au sein des groupes, tu me disais, tu t'es occupé du RH, de la partie recouvrement contentieux, et aujourd'hui, tu es plus intéressé par la communication. Comment ça se passe du coup? Vous changez la répartition de tâches non cliniques entre vous, ou maintenant tu t'occupes de toutes ces choses-là? Non, en fait, au départ, on a eu des tâches très très. Bon, en fait, faut revenir un petit peu dans l'historique pour que tu puisses bien comprendre les choses. On a eu un gros clash entre nos anciens associés, enfin mes anciens associés et les nouveaux. Et à ce moment-là, on a été obligé de faire venir un audit, audit social, audit économique, parce qu'il y avait évidemment des conflits de rentabilité. Qui nous ont donc mis d'accord sur les choses avec un constat de professionnel en disant voilà c'est comme ça et voilà ce qui est rentable, voilà ce qui est pas rentable, voilà qui fait quoi. Et une fois qu'on a réglé ces problèmes-là, qu'on s'est séparés, que l'association a été splittée en deux, les industriels d'un côté et les non-industriels de l'autre, on s'est dit pour pas que ça recommence avec les nouveaux associés,
ce serait bien qu'on fasse venir un coach, enfin des coachs d'entreprise, et qui nous expliquent un petit peu comment faire pour que les choses se passent mieux. Alors clairement, les personnalités toxiques étant parties, ça se passait déjà bien, hein. Mais pour autant, on a quand même pris les devants de faire venir des gens qui pour nous apprendre un peu à diriger une entreprise sans se marcher dessus. Et donc les gars sont venus et nous ont expliqué, ils nous ont dit bah voilà, toi t'es plus orienté vers tel domaine, toi tel domaine, toi tel domaine, toi tel domaine. Ensuite, celui qui s'occupait surtout de tout ce qui était administratif et financier est parti. Et donc, c'est un des nouveaux associés qui a pris le relais. Et il a fallu se répartir les tâches. Et moi, j'avais pris les ressources humaines depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je faisais ça. Et là, j'en avais un petit peu marre. Et il se trouve que après que les nouveaux associés soient arrivés, leurs femmes se sont associées également. Et là, il y en a une des deux, voire les deux, qui m'ont dit bah écoute, nous ça nous dérange pas de reprendre ça. Si toi t'en as marre, et à ce moment-là, tu vas pouvoir te concentrer sur les contentieux, qui étaient à l'époque un gros sujet. Et donc je me suis occupé de ça, les impayés, les contentieux. Et je m'en suis tellement, enfin c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je m'en suis tellement bien occupé qu'aujourd'hui, il y en a il y en a pas plus, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. En évitant d'en fabriquer en amont en fait. Donc j'ai mis en place pas mal de mesures pour qu'on n'ait plus d'impayés, ou en tout cas le moins possible. Donc aujourd'hui, il y a pas assez pour occuper le poste d'un associé en tout ce qui est extra-clinique. Et du coup, j'ai décidé de reprendre une partie qui était à l'origine dévolu à mon associé qui s'occupe aujourd'hui de l'administratif et du financier, qui a bien assez de travail avec ça, c'est la communication. Et donc là, on est dans une phase de développement. J'ai pris contact avec une agence de médias et on va commencer à utiliser les réseaux sociaux, Internet, etc. pour tout ce qui est faire savoir. Le savoir-faire, on l'a. Le faire savoir, on l'a pas. Donc c'est ça que je suis en train de mettre en place. C'est mon projet 2024. Et t'aimes bien ça, avoir différents projets, bon, peut-être pas d'année en année, mais oui. sur des périodes, ouais. Ah oui, ça c'est indispensable. Là, tu vois, j'ai mis en place tout ce qui est plan d'épargne d'entreprise. J'ai fait ça l'année dernière. Là, j'ai mis en place un accord d'intéressement. Oui, il faut que j'ai des projets. Ouais. La routine me terrifie. Et alors moi, je trouve ça très bien de se jeter des fleurs, c'est important. Qu'est-ce que tu penses, quelles sont tes compétences justement qui te permettent qui t'ont permis de bien adresser ces différents sujets? Alors en ce qui concerne les ressources humaines, très honnêtement, j'avais pas de compétences du tout. J'ai même fait énormément de conneries. J'ai été, je pense, un très mauvais directeur des ressources humaines, mais personne voulait le faire. Donc il a bien fallu que quelqu'un s'y colle. Et j'ai fait ce que j'ai. Voilà, mais je suis pas. Maintenant que je vois faire les filles, les nouvelles associées, je m'aperçois à quel point j'étais pas bon. Voilà, donc j'ai bien fait de quitter ce truc-là. J'ai fait comme j'ai pu, mais clairement, je suis pas assez consensuel, je suis pas assez patient. Je suis beaucoup trop, des fois, alors, certains vont dire cassant, peut-être un peu brut de décoffrage. Moi, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, c'est l'impression que on m'a renvoyée. Donc, clairement, je suis pas fait pour ça. Les contentieux, par contre, là, j'ai des compétences naturelles. Voilà, c'est-à-dire que j'ai aucun mal à faire rentrer les sous quand quelqu'un veut pas les donner, surtout quand il peut le faire. Il suffit enfin, ça pose pas de difficulté, quoi. Je pense que c'est simplement une question de personnalité, la gravité de la voix au téléphone. Physiquement, face à quelqu'un, je peux en imposer un peu. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, c'est quelque chose qui m'a été assez facile. Voilà, j'ai pas eu du tout de problème. Et puis par contre, je suis assez organisé, donc les contentieux, ça demande énormément de mémoire et énormément d'organisation pour pouvoir rappeler les gens quand t'as dit que t'allais les rappeler, pour savoir que si un mec te dit qu'il vient de payer tel jour, bah te rappeler que c'était le jour qu'il faut le rappeler. Enfin voilà, ça, il faut être organisé parce que si le mec tu lui dis que tu vas le rappeler le 1er janvier, tu le rappelles pas le 1er janvier, bah tu perds de ta crédibilité. Si le 1er janvier à 8h30, il a ton coup de fil, il sait que tu vas pas lâcher, quoi. Donc c'est important. Et donc ça,
voilà, je m'y suis bien pris. En ce qui concerne la communication, j'en sais rien puisque c'est un projet qui démarre. Je sais pas du tout quel va être mon talent et mes compétences pour ça. On va voir. J'espère que je vais pas faire trop de la merde, mais bon. Enfin, a priori, je vais quand même me faire aider d'une agence, dont c'est le métier. Et je sais pas. J'ai pas de compétences particulières. Affaire à suivre. Par contre, ça m'intéresse. Ce qui est déjà une compétence en soi, je pense. Voilà, c'est ça. Une Je suis motivation. motivé, ça m'intéresse. J'ai envie d'y passer du temps. Voilà. C'est intéressant ce que tu disais sur les contentieux. Je m'attarde un peu parce que c'est vrai que c'est un sujet souvent dans le milieu vétérinaire. Tu parles de faire payer quelqu'un qui a l'argent justement pour te payer. Tu crois que c'est la valeur un peu de la justice ou de l'injustice qui te motive dans ces moments-là? Ah, tout à fait. Ah oui. Alors, pour être très clair, quelqu'un qui a pas de sous et qui me l'a dit au départ et qui arrive pas à payer, en général, j'éteins le contentieux. C'est-à-dire, je laisse tomber. Ce qui me rend fou, c'est les gens qui sciemment dès le départ savaient qu'ils te paieraient pas et qui t'ont laissé faire tout ce que tu avais à faire, tout ce que tu pouvais pour essayer de sauver leur animal. Souvent d'ailleurs, tu y arrives, tu leur rends un animal en pleine santé, tes équipes ont fait un travail incroyable avec énormément d'investissement en temps, avec un investissement affectif. Et bref, tout le monde a vraiment s'est mobilisé. Il y avait tout le monde sur le pont pour sauver ce chien. Tu sauves le chien, tu rends le chien. Le mec te donne un chèque. Le chèque, il est en bois. Le gars le savait. Là, je suis mais vraiment, je suis intraitable. Je suis capable d'aller chez lui pour chercher le pognon. Et je l'ai déjà fait. Là, je deviens mauvais. Ouais, parce que j'ai vraiment, je supporte pas je comprends parfaitement que quelqu'un soit dans la merde financièrement et que son chien se fait mordre, se fait blesser, malade, je sais pas, enfin bref, ça lui tombe dessus, il faut bien qu'il fasse quelque chose, il va pas regarder son chien crever, et que le gars nous dise, sauvez mon chien, j'ai pas d'argent, mais j'essaierai de vous payer petit à petit. Ça, il y a aucun problème. Et en général, le gars, il repart avec une remise monstrueuse et il peut payer 10 euros par mois, et ça ira très bien. Je veux dire, c'est pas du tout un problème. Mais par contre, moi, j'ai eu des contentieux avec des mecs qui avaient des bagnoles et qui valaient le prix de ma maison presque. Et donc, si tu veux, là, c'est plus possible, quoi. Là, je peux vraiment devenir, ça peut finir en fait divers. C'est jamais arrivé, mais ça pourrait. Et du coup, tu disais qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment à un faible niveau, ce qui est excellent. C'est parce qu'ils te connaissent et qu'ils ont ta réputation en tête, ou vous avez mis en place des choses particulières pour éviter ce genre de situation? Il y a les deux. Il y a les deux. Aujourd'hui, on sait qu'à Saint-Louis, il y a un pitbull qui lâchera pas. Donc ça c'est connu. Ils le savent. D'autre part, j'ai une agence de contentieux à Paris et qui travaille très bien et qui fait, disons, tous les petits contentieux, qui fait les appels, qui s'occupe justement de tout le côté où il faut être très organisé. Voilà. Donc on paye une agence pour ça, qui s'en occupe, et ça va décharger pas mal de choses. On a mis en place également des procédures très contraignantes et très pénibles qui peuvent, pour lesquelles les nouveaux vétos ont un peu de mal à se faire. Mais quand on leur explique que le montant que ça représente à l'année, qui a représenté à l'année, après ils comprennent. Mais on a des procédures qui sont strictes et qui font que ça devient difficile de passer à travers les mailles du filet. Voilà, c'est des procédures administratives avec des dossiers de cautionnement, des choses comme ça. On vérifie tous les chèques sur les dossiers de vérification de la Banque de France. Voilà, j'ai mis en place des mesures techniques et administratives qui font que aujourd'hui on a un niveau d'impayé très très bas. Ok, très clair. Merci pour toutes ces précisions intéressantes. Okay. Alors on parle de pitbull, c'est une bonne transition, je trouve. Parce qu'il faut savoir que tu passes pas tout ton temps en clinique ou en famille. Tu as aussi une passion. Tu as découvert il y a 6 ans, je pense. Qui est celle de la force athlétique, sport que tu pratiques aussi en dépit, tu m'as dit, de toute ta vie médicale, vu que tu es aussi atteint de spondylarthrite ankylosante axiale. Oui. Alors, première question, pour ceux qui nous écoutent, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas la force athlétique, c'est quoi la force athlétique ? Alors, la force athlétique, c'est une discipline très très ancienne, c'est un des plus vieux sports au monde et un très vieux sport français.
De tout temps, l'homme il s'est mesuré sur celui qui court le plus vite, celui qui court le plus longtemps, et celui qui soulève les charges les plus lourdes, et celui qui se bagarre, celui qui a le dessus quand on se bagarre. Donc les sports de combat, l'athlétisme et la force sont des sports qui sont immémoriaux. On a retrouvé des petites tablettes en Mésopotamie où il y avait le nom d'un gars et la pierre qu'il avait soulevée. T'as des pierres vikings en Islande qui sont des pierres où en fait tu pouvais accéder à un certain rang social et un rang social qu'à partir du moment où tu avais soulevé cette pierre là. En Écosse, tu as aussi des pierres qui ont un nom et qui étaient aussi des rites initiatiques des jeunes celtes et qui servait à mesurer sa force. Il y a la force basque qui est aussi très ancienne. Du côté de Polynésie également, tu as des épreuves de force qui sont millénaires. Donc en fait, c'est un sport très très ancien. Et puis dans les années, on va dire fin du 19e siècle, début du 20e siècle, en France, il a été codifié et c'était l'haltérophilie avec plein de mouvements différents. Il y avait 5 mouvements en fait en haltérophilie. Et puis petit à petit, l'haltérophilie et la force athlétique se sont séparés. Donc on a gardé l'haltérophilie avec 2 mouvements, qui est l'épaulé jeté et l'arraché. Et puis la force athlétique, elle, a gardé encore pas mal de mouvements. Puis petit à petit, c'est resserré sur 3 mouvements. Le squat, le back squat, donc ce qu'on appelle en français la flexion de jambes, le développé couché et le soulevé de terre. Donc ça consiste à prendre une barre olympique, mettre des plaques, des plaques de fonte dessus, et de faire ces 3 mouvements-là. Donc la flexion de jambes, ça consiste à poser la barre sur les épaules, à fléchir complètement les jambes. Il faut que les fesses soient sous les genoux et remonter. Le développé couché, tout le monde connaît, hein, c'est un mouvement qui est pratiqué en salle de gym. Donc c'est s'allonger sur un banc, prendre une barre face à soi, la descendre sur la poitrine et la remonter. Et le soulevé de terre, c'est le début, en fait, si on veut faire simple, c'est le début du mouvement d'haltérophilie de l'épaulé jeté, c'est-à-dire on va aller chercher la barre au sol, pousser sur les jambes pour l'amener à mi-cuisse, sauf qu'en épaulé jeté, on va l'amener jusqu'aux épaules, là on la laisse à mi-cuisse et on la repose au sol. Donc en fait, ce sont des mouvements qui ressemblent un petit peu au mouvement de l'haltérophilie, mais beaucoup beaucoup moins techniques, même si ça reste technique, mais c'est moins technique que l'haltérophilie, mais par contre avec des charges beaucoup plus lourdes. Donc tu es noté dans un concours, par exemple, tu es un championnat, tu es noté sur la charge et pas sur la technique ou sur les deux? Alors, en fait, si la technique n'est pas bonne, ton essai ne sera pas validé. Donc la technique est importante. Si tu fais une erreur technique, l'arbitre va te mettre ce qu'on appelle un rouge, c'est-à-dire il valide pas ton mouvement. Il y a 3 arbitres. Et s'il y a 2 arbitres sur 3 qui te mettent un rouge, ton essai n'est pas validé, donc ta barre n'est pas comptée. Et tu as donc 3 essais par mouvement. Donc une compétition de force athlétique, c'est 9 essais. 3 essais au squat, 3 essais au développé couché, 3 essais au soulevé de terre. Et ensuite, on fait la somme des 3 charges qui ont été validées. Et c'est celui qui a le meilleur total qui gagne. Ok, très clair. Donc tu as commencé il y a 6 ans, ça m'intéresse. Comment ça t'est venu? Ah, alors ça, c'est rigolo. En fait, à l'époque, c'était maintenant il y a 7 ans. On est rentré en 2024. Et j'étais à l'époque, je marchais quasiment la moitié du temps avec des béquilles. Ma spondylarthrite s'aggravait vraiment de mois en mois. Et ça devenait très compliqué. Et il se trouve que dans mon petit village d'Étang-Salé, là, il y a un resto qui s'ouvre et qui s'appelait Moustache et Béret. Alors comme le béret, c'est un peu le symbole du Sud-Ouest, que je voyais des tresses de piment d'Espelette sur les murs. Il n'était pas encore ouvert le resto. Je voyais ça, je me suis dit, ça m'intrigue. Et ça, c'est des gens qui sont d'un coin que je connais bien, puisque mon actuelle compagne est basque et ma précédente épouse était basque aussi. Donc, je connais pas mal le Pays basque. Je me suis dit, ça m'intéresse. Et donc, je rôdais, j'essayais de voir si j'allais pouvoir revoir un des patrons pour lui demander quand est-ce qu'ils allaient ouvrir, etc. Et juste à côté, le local à côté, j'entendais des visseuses, j'entendais des travaux, quoi. Donc je vais voir. Et là, il y a un gars qui me dit, ah, entrez.
Je dis bonjour, vous faites quoi? Ça va être quoi ici? Et il me dit ça va être une box de CrossFit. Alors j'en avais entendu vaguement parler du CrossFit, mais je savais pas trop ce que c'était. Et je dis ah d'accord, c'est quoi le CrossFit? Et il m'explique, il me dit il m'explique ce qu'est le CrossFit quoi. Aujourd'hui maintenant qu'on le connaît, donc pas la peine de rentrer dans le détail. Et je dis ah bon d'accord, et puis ça me fait rigoler. Je dis bah vous voyez, j'avais la béquille à la main à ce moment-là. Et je dis bah vous voyez c'est pas pour moi. Et il me dit mais si le CrossFit c'est pour tout le monde, on s'adaptera à ton handicap ou à ta maladie, je sais pas. Et je dis non, vous savez, moi j'arrive déjà pas à faire mes lacets de chaussures. À l'époque j'avais des chaussures sans lacets pour pouvoir avoir les lacets à faire. Donc je peux même pas faire les lacets de ma chaussure, donc je vois pas comment je vais pouvoir faire du CrossFit. Vous êtes bien gentil, mais c'est pas possible. Il me dit écoute, je te donne une carte, là-dessus t'as 3 séances d'essai. Tu viens quand tu veux, t'inquiète pas, on s'adaptera. Ça m'a fait marrer sur le coup, puis je suis parti avec ma carte, je l'ai jetée dans la voiture en me disant j'en ferai jamais rien. Et puis il se trouve que c'était concomitant avec les premiers essais que j'ai eus avec les nouveaux médicaments qui sont les anti-TNF alpha et qui sont des anticorps, c'est de l'immunothérapie, et que j'avais eu ma première injection peut-être 3-4 jours après avoir fait cette rencontre. Et clairement, au bout d'une semaine, j'avais posé ma béquille. Au bout de 15 jours, je me suis dit, je vais peut-être racheter des chaussures à lacets. Et je me sentais vraiment de plus en plus à l'aise. Et je me suis dit, mais c'est génial ce médicament. Et voilà. Et 2 mois après, j'ai retrouvé cette carte dans ma voiture et je me suis dit, bah, en plus, j'allais manger du coup au resto qui était à côté, hein, puisque le resto avait ouvert et c'est devenu des copains. Et donc, j'allais manger régulièrement là. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais faire du CrossFit. En étant persuadé que c'était une blague, quoi. Et donc, j'y suis allé. Et puis, bah, ils ont été géniaux. Ça a été des mecs incroyables. C'est toujours des mecs incroyables, d'ailleurs. Et ils se sont adaptés à moi et ils s'y sont allés centimètre par centimètre, kilo par kilo, et puis petit à petit, jusqu'à me faire réaliser mon premier squat. Je m'étais pas accroupi depuis au moins, je sais pas, 10 ans. Et j'ai réussi à m'accroupir, et puis voilà, et puis petit à petit, entre le sport qui faisait que j'avais moins mal, les injections qui faisaient que je pouvais faire du sport, ça a été un cercle vertueux. Jusqu'au jour où, voilà, je pouvais faire un WOD complètement, et puis là, ils ont commencé à s'intéresser à mes aptitudes. Et puis là, ils m'ont mis une barre sur le dos, et puis ils m'ont dit, voyons ce que tu peux faire avec ça. Et quand ils ont vu que je pouvais assez rapidement soulever des charges lourdes, ils m'ont dit, écoute, c'est génial, on te prend une licence loisir, et puis dès qu'il y a une compétition, on te prendra une licence compétition. Je dis, mais vous êtes malades, les mecs, une compétition de force, jamais, c'est pas possible. Ils y ont cru, et puis petit à petit, je me suis mis à y croire aussi. Et puis la première compétition a eu lieu, et j'ai été champion de la Réunion dans ma catégorie. Donc ça m'a redonné confiance. Je me suis dit si je peux faire ça, je peux continuer. Et puis voilà. Et puis ensuite de fil en aiguille, ça a été assez vite. Je me suis retrouvé en 2021 au championnat d'Europe. Pareil, j'y suis allé. Alors ça aussi, c'est toi le syndrome de l'imposteur, je le porte, mais c'est pas pour rien parce que j'ai quand même plein de trucs qui m'arrivent qui sont bizarres. Il y avait eu le Covid en 2021 et donc il n'y avait pas eu de championnat de France. Et je reçois sur mon mail ma convocation pour les championnats d'Europe. J'avais jamais été à aucun championnat de France. Donc moi, j'ai renvoyé un mail à la Fédération française de force athlétique en leur disant vous êtes bien gentils, mais vous êtes trompés de Denis. Des Denis, il y en a plein. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai jamais fait de compétition nationale. Je ne peux pas être sélectionné au championnat d'Europe. C'est pas possible. Et là, elle m'a renvoyé un mail, la petite dame, en me disant mais si. En fait, comme il n'y a pas eu de championnat de France à cause du Covid, on a sélectionné par rapport aux résultats régionaux. Et vos résultats régionaux vous permettent d'accéder au championnat d'Europe puisque vous avez les meilleurs résultats régionaux de France. Incroyable. Donc là, j'étais un peu sur le cul. Je dis mais vous voulez dire que je suis sélectionné pour les championnats d'Europe pour de vrai? Et elle me dit oui, pour de vrai. Donc voilà, voilà votre fiche d'inscription, voilà les hôtels où vous pouvez aller à Pilsen, en République tchèque, etc. Donc j'étais complètement sur le cul. J'ai appelé mon coach qui en croyait pas ses yeux, enfin ses oreilles plutôt. Et il m'a dit écoute, on y va, ça se refuse pas un championnat d'Europe. T'y vas et puis tu verras bien. Mais même si c'est pour y faire de la figuration, tu peux y aller et puis on va faire un super voyage, ça va être chouette. Donc toute la tribu sans caravane, c'est toute la tribu de gitans sans caravane que constitue ma famille, mes amis, etc. On a tous débarqué à Pilsen et j'ai fini 3e. J'ai fait une médaille de bronze. Et là je me suis dit en fait t'es capable. Et donc après ça s'est enchaîné, médaille d'argent au championnat de France, médaille d'or au championnat de France l'année d'après, remédaille d'or au championnat de France cette année. Voilà. Incroyable. Et j'ai fait 2 autres championnats d'Europe, et là je m'entraîne cette année pour les championnats du monde. Et ça c'est quand le championnat du monde?
Octobre 2024. 2024. Ouais. C'est en Afrique du incroyable. Sud. C'est à côté de chez nous. Enfin, c'est vraiment une très belle histoire de rencontre. Bah En ouais, fait, c'est hein. marrant. Il y a un petit peu de hasard quand même, mais bon, voilà, il y a pas, Il y a beaucoup du diraient, il y a pas de hasard, hasard. il y a du hasard quand même. Il y a de la médecine aussi. Moi, Ouais. je rends vraiment hommage aux chercheurs et aux médecins et tous ces gens qui sont souvent tellement décriés alors que putain, ils nous ont quand même fait Mmh. gagner 30 ans d'espérance de vie en 30 ans. Donc et puis voilà, puis moi j'étais un petit vieux qui était condamné à finir en chaise roulante, c'est même ce qu'un rhumatologue indélicat un jour m'avait dit. Il m'avait dit de toute façon à 50 ans vous serez en chaise roulante, donc en gros c'était pas la peine de m'agacer. Et voilà, grâce aux anti-TNF aujourd'hui, je fais du sport à haut niveau. Ça exclut pas quelques douleurs, hein, la maladie elle est toujours là, mais voilà, je fais du sport à haut niveau et ça a changé ma vie, quoi. Donc ça, il y a eu des rencontres, évidemment, t'as tout à fait raison. La rencontre avec ce coach Rémi, qui est devenu, enfin, qui est maintenant quelqu'un de très très important dans ma vie et qui a toujours cru en moi, alors que franchement, tu te demandes comment il fait croire en moi à l'époque. J'étais obèse, je marchais avec une béquille, je boitais, enfin, c'était fou quoi, de croire en moi. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs. Il a cru et ouais, il y a eu tout ça et puis des heures de travail et puis le goût du défi. Enfin, il y a eu plein de choses combinées. Oui, ça fait vraiment basculer ta vie en quelque sorte, hein, Ah, complètement, Ouais. complètement. C'est le sport et les médicaments. J'insiste bien, c'est un couple, hein, c'est vraiment les deux. C'est les médicaments et le sport ont complètement révolutionné ma vie. Ça, c'est sûr. Mmh. M'ont sauvé la vie, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans la pratique de la force athlétique? Alors, ce qui m'anime, ça dépend ce qu'on met derrière le terme animé. Ce qui me fait, ce qui me fait plaisir quand j'y vais, c'est que je sais que pendant 1 heure, 1 heure et demie, euh, le glucose ne va pas alimenter mon cerveau parce qu'il va être mobilisé par autre chose. Il va être mobilisé par les cuisses, le dos, les bras, les épaules, etc. Donc mon cerveau se met vraiment sur off. C'est le seul moment, je crois, où il me fout la paix, quoi. Où je suis pas en train de réfléchir à 15 000 trucs à la fois, à, à avoir 25 000 projets à la seconde qu'il faut que j'élimine, avec lesquels il faut que je fasse un tri, ou avoir des réflexions. Ma femme se fout tout le temps de ma gueule parce que je parle tout seul. Je suis tout le temps en train de parler, en fait. Je me parle à moi-même, je m'invente des répliques, je fais des pièces de théâtre tout le temps dans ma tête. Donc si tu veux, voilà, j'ai un peu un cerveau qui fonctionne un petit peu trop vite, enfin tout court pas trop vite, il fonctionne trop. Oui, le fameux Voilà, trop. voilà, des fois j'ai envie qu'il me lâche un peu. Et là, il a pas le choix. Il a plus de glucose, donc il se met sur off, il se tait. Et là, en fait, je suis dans une espèce de, ça, comme ça, vu de loin, ça y ressemble pas. Mais moi, je pense que c'est assez proche de ce que peuvent vivre les moines bouddhistes zen quand ils sont en méditation, c'est-à-dire où tout s'arrête autour d'eux. Bah moi, quand je suis sur ma barre et que je soulève 5 fois 200 kilos, euh, je peux pas penser en fait. C'est pas possible. On peut pas penser en même temps. Donc ça déjà, ça me plaît énormément. Ça me fait pour moi l'effet d'une séance de relaxation. Ça c'est une chose. Deuxièmement, je vois visiblement et sensiblement, je sens que ça me fait du bien au corps. Voilà, c'est vraiment que je suis plus tonique, je me tiens droit, j'ai perdu beaucoup de ventre, je me sens bien quoi. Voilà, je me sens bien, je me sens plus mobile, je me sens plus souple, plus fort. Voilà, je me sens mieux physiquement dans mon corps quoi, déjà. Et puis après, ce qui m'anime pour aller m'entraîner, là on est plus du tout sur la pratique, mais sur l'entraînement, c'est d'être meilleur pour pouvoir gagner, pour pouvoir faire des championnats, pour pouvoir faire des places. La gagne, quoi. La gagne, c'est vraiment une drogue que j'ai découvert sur le tard, puisque j'ai jamais fait de sport en compétition, ou alors vraiment des petites compétitions de rien du tout quand j'étais gamin, mais des compétitions à ce niveau-là, j'en avais jamais fait. Et ça, c'est un kiff incroyable, quoi. C'est un truc que je connaissais pas, mais c'est hyper addictif. Hyper addictif. Ça, Surtout quand c'est serré, et que c'est toujours serré dans ma catégorie de poids, les gars sont très forts, donc c'est toujours très serré. Et quand c'est serré et que tout le monde a une possibilité au 7e, 8e mouvement, tout le monde est à peu près sur le même pied d'égalité,
et qu'à la fin t'arrives à tous les doubler, bah c'est génial, c'est un pied intégral, quoi. Et en termes d'âge, ça donne quoi? Du coup, vous avez des catégories de poids et d'âge, ou bien c'est juste... Oui, Ouais. oui, c'est des catégories par dizaines. Ok. Donc t'as les plus de 30, plus de 40, plus de 50, et après t'as des catégories de poids à l'intérieur. Ok. Et en termes d'entraînement, pour faire un championnat, ça donne quoi? Tu t'entraînes tous les jours? Alors j'ai un jour off obligatoire pour le plan d'entraînement. Il faut quand même que le corps récupère. Et en fait, moi j'autorise un deuxième jour off dans la semaine parce que à mon âge, faire 5 jours par semaine, faire 6 jours par semaine, c'est vraiment trop. Donc je fais entre 3 et 5 séances par semaine. C'est déjà pas mal. De combien de temps? 1 heure, 2 heures? Oh, 1 heure et demie à peu près. Ouais, 1 heure et demie. Ouais, c'est bien, hein. Et il y a des parallèles à faire entre cette discipline et ton approche du métier de vétérinaire? Je sais pas. Je me suis pas posé la question. Alors, s'il y a un parallèle à faire, peut-être, c'est que, par exemple, je suis bien meilleur urgentiste que médecin. Euh, et j'adore travailler dans l'urgence, vraiment. C'est un truc qui me plaît. Et les efforts qu'on fait là sont des efforts courts, tu vois. Et je me fais vraiment chier moi quand je dois faire de l'endurance, quand je dois faire, ça m'arrive malheureusement d'être obligé d'en faire et faire du cardio, de l'endurance, des trucs comme ça. Je m'ennuie, c'est un truc, ça me fatigue. Donc je suis obligé de me mettre de la musique, des podcasts, là justement pour faire fonctionner mon cerveau, parce que tourner 1 heure sur un vélo, ça me rend dingue, quoi. Même à l'extérieur, hein. C'est nager pendant. Si je nage, moi je vais faire 3 longueurs à fond les ballons, mais nager 1 kilomètre, c'est pénible. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Et tu vois, ce travail dans l'urgence et cet effort très court, qui est la force, donc qui est un effort anaérobie, très court, très rapide, très intense, très puissant. Je pense que là, peut-être, il y a quelque chose qui peut se ressembler. Ouais. C'est peut-être le seul parallèle que je peux faire. Ouais, on revient à cette histoire de cerveau finalement qui a besoin de focus Ouais. ou de... Faut que ça aille vite. Tu vois, j'avais essayé d'apprendre la chirurgie orthopédique avec mon associé, qui est très très doué, lui c'est un orfèvre, hein. Et en fait, je me débrouillais pas très mal parce que j'ai pas trop mal parce que je suis un bricoleur, donc je me débrouillais pas trop mal. Mais c'est trop long, ça me rendait fou. C'était trop long. J'en pouvais plus. J'avais envie de tout jeter et de dire oh, putain, elle fait chier ce truc. Et puis, bon, je finissais quand même la chirurgie parce que le pauvre chien, j'allais pas le laisser en plan. Mais c'est trop long. Voilà, ça va pas assez vite. L'urgence, ce qui est bien, c'est pareil. T'as pas besoin de réfléchir. Ouais. Faut faire vite. Enfin, si, t'as besoin de réfléchir, mais il faut faire vite, quoi. Il faut faire vite. Il faut être concentré. Il faut que toutes les choses soient en place. Faut être très organisé. Et ça j'adore. Ça, c'est vraiment mon milieu, quoi. Ouais, je comprends. Bah, ça nourrit le cerveau parce que il y a une espèce d'arborescence qui se met en place où on pense à tout, on organise tout, et vite, quoi. Donc, ouais, je comprends. C'est ça, exactement. Faut prendre des décisions très rapides, pas tergiverser pendant 2 plombs, savoir si c'est mieux de faire comme ci ou comme ça. Faut prendre des décisions rapides, les assumer derrière. Ça, c'est mon caractère. C'est ce que j'aime faire. Ta pratique, elle a beaucoup évolué? Oui. Ouais. Ah oui. Oui. Bah, il y a eu un gros tournant, ça a été le CES d'hématobioche. Ça, c'est un truc que je regrette pas d'avoir fait, même si en revenant, j'ai dit je ferai plus jamais ça, parce que ça a été très difficile. Parce que mine de rien, la plasticité cérébrale qui te permet d'emmagasiner des sommes de connaissances pareilles en très peu de temps, bah à 40 ans, c'est pas pareil qu'à 25. Hein. Donc j'ai dû faire ce CES je devais avoir une quarantaine d'années à peu près. Et ça m'a énormément apporté. Ça a complètement transformé ma pratique, ouais, ça c'est sûr. Ça a vraiment été très intéressant. Et puis le contact aussi avec les jeunes vétos, ça m'a apporté aussi beaucoup de choses. Ouais, non, ma pratique a évolué. Je suis sorti de l'école, je savais vraiment pas faire grand-chose. Hein. Et puis ensuite, je me suis construit avec l'expérience et l'apprentissage avec des vétérinaires, des anciens vétérinaires. Donc, il y avait un sens clinique absolument extraordinaire, une science du diagnostic qui était bien meilleure que tous les meilleurs boards européens de médecine que je connaisse. Par contre, ils avaient la thérapeutique des anciens. Et moi, j'ai fait
début de carrière, hein, des abcès de fixation à l'essence de térébenthine, hein, ça existait encore à l'époque. Donc voilà, on faisait encore des trucs à l'ancienne. Bon, ça servait à rien, on savait pas, mais on savait pas pourquoi on le faisait, mais c'était pas grave. C'était ok de faire un truc sans savoir pourquoi tu le fais, quoi. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes vétos, tu fais pas ça, quoi. Et donc ça a vachement évolué. L'evidence-based medicine, c'est quelque chose dans laquelle je crois beaucoup. Donc ça a aussi fait évoluer ma pratique. Après, faut faire attention de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et le sens clinique des anciens, à l'époque où ils avaient un flacon de pénicilline et un flacon de cortisone pour soigner tout, il était là quand même. Donc il faut quand même faire attention à ça. L'expérience, c'est quand même quelque chose de très très important. Bon, faut pas oublier qu'on est des praticiens, on n'est pas des théoriciens, et que la pratique se nourrit surtout de l'expérience, aussi de la théorie, bien sûr, et c'est évident, mais surtout de l'expérience. Et aujourd'hui, il y a un coup de balancier dans l'autre sens qui me fait un peu peur. Et aujourd'hui, il y a je vois beaucoup de jeunes praticiens qui arrivent et qui ont une vision religieuse de notre pratique. Et ça me fait peur. Ils ont des gourous, comme sont les professeurs des écoles et les mecs bordés. Ensuite, il y a des grands prêtres, c'est ceux qui vont avoir un CEAV ou un truc comme ça. Et on écoute leurs paroles, on boit leurs paroles, on oublie complètement de douter de tout. Il faut, par essence, il faut douter, par principe, il faut douter. Et le vieux pratos qui fait ça depuis 30 ans et qui soigne des animaux là où tu travailles depuis 30 ans, qui connaît les pathologies locales, etc., tu l'écoutes plus. Tu le regardes avec un regard condescendant parce que lui, il a même pas un CES, quoi. Il a peut-être pas un CES, mais il a sauvé plus de chiens que toi. Donc réfléchis bien, essaye. Faut vraiment. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de faire une synthèse. C'est pas facile parce que c'est deux façons d'aborder les choses complètement différentes. Et faire une synthèse, c'est difficile. Mais il faut essayer de le faire quand même autant que possible. Oui, tu as raison, parce qu'il y a aussi l'exigence de la clientèle, les propriétaires de l'autre côté, qui imposent un petit peu certaines des choses que tu as décrites. C'est un combat qui, tu penses, d'essayer justement de faire un mélange de tout ça? Tu penses que c'est plutôt au niveau de la formation, c'est l'ordre vétérinaire? C'est collectif. La formation, il joue pour beaucoup, ça j'en suis sûr. Pendant que je faisais mon CES d'hématobioche, j'ai vu comment les enseignants aujourd'hui, les intervenants, pas forcément les enseignants, les intervenants dans les CES et tout ça, j'ai vu certains, j'ai vu clair dans leur jeu, si tu veux, et ça j'ai trouvé que c'était inquiétant. Où en fait l'idée c'est pas forcément d'apporter des connaissances, mais c'est d'apporter des connaissances que personne d'autre n'a apportées. Donc en fait cette quête de l'originalité pour pouvoir faire le buzz, publier des papiers, etc. Ça c'est dangereux parce que malheureusement tous les gens, j'étais le deuxième plus vieux de l'amphi, donc tous les gens qui étaient dans l'amphi ont pas forcément le recul nécessaire pour se dire que sur la tour de la connaissance, les papiers qu'on dépose tout en haut de la tour de la connaissance, ils ont tendance à s'envoler. Qu'en fait, pour qu'une connaissance soit applicable en pratique, il faut qu'elle ait sédimenté, il faut qu'elle ait descendu de plusieurs étages dans la tour. Et que il y a du vent tout en haut de la tour de la connaissance. Donc les papiers qu'on pose tout en haut, les derniers trucs, les dernières données, souvent ça s'envole. Et il y a que quelques papiers qui finalement sédimentent et que petit à petit ça devient des connaissances qu'on peut utiliser en pratique. Et donc les mecs souvent ils sont à la quête du dernier truc original, du dernier truc que personne n'a jamais dit, remettre en question tout ce que les anciens disaient, on croyait que et en fait non. C'est les mecs ils se gargarisent de ça. Or n'est pas Einstein qui veut. Einstein lui il a mis un grand coup de pied dans la tour de la connaissance, il a fait tout tomber et il a tout recommencé. Mais ça c'est une fois par siècle que t'as un mec comme ça quoi, ou 2 fois par siècle. La plupart du temps, il faut quand même laisser le temps aux connaissances théoriques de faire leurs preuves. Et bien souvent, on l'a vu plein de fois dans notre pratique quotidienne. Moi, je me rappelle des gars qui nous parlaient des interférons pour soigner les caliciviroses du chat et les stomatogingivites. C'était fini, on allait tout soigner puis terminer. Il y aurait plus jamais de calicivirose, il y aurait plus jamais de gingivite du chat. Et puis leur interféron, ils en ont vendu pendant 6 mois. Puis après, ils ont bien vu que ça servait pas à grand chose. Que c'était pas super efficace. Donc, il y a eu plein d'exemples comme ça. Donc ça déjà la course à l'originalité soit pas forcément quelque chose qui motive ça. Le deuxième écueil et qui est beaucoup plus pernicieux, c'est les conflits d'intérêts.
c'est qu'en fait, malheureusement, maintenant malheureusement, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que ça veut dire. Il y a des intervenants en fait qui viennent là pas du tout pour t'apporter des connaissances, mais pour vendre un produit qui est produit par la personne qui les paye vraiment. Et ça, il faut faire très attention à ça. C'est très bien. Normalement, les mecs déclarent leur conflit d'intérêt avant chaque intervention, mais bon, malgré tout, faut y faire quand même très attention. Il y a ça. Donc déjà voilà, au niveau de la formation, il faut faire attention à ça. Et après, les vétérinaires eux-mêmes, nous, les praticiens, les anciens praticiens, on doit être fiers de ce qu'on a fait et du bagage pratique qu'on a. Et on ne doit pas tout le temps, et ça, je m'adresse à moi-même cette injonction. On ne doit pas tout le temps se dire que on en sait moins que les plus jeunes, quoi. Oui, on en sait probablement moins que les plus jeunes de façon théorique. On n'a pas eu les mêmes formations, on n'a pas eu les mêmes parce que eux, ils arrivent 30 ans après nous, quoi. Pour autant, notre bagage pratique, nos centaines et centaines ou nos milliers d'animaux qui nous sont passés entre les mains, nous ont laissé une compétence qui est peut-être pas une compétence théorique, mais qui est une compétence dont il faut pas rougir. Et il faut essayer de la transmettre au lieu d'essayer de la cacher. Et moi, je vois beaucoup des anciens qui sont un peu, ils osent pas trop mettre en avant ce qu'ils savent, quoi. Alors que il faut être fier de ça. Ouais, c'est presque une rencontre entre l'humilité, une dose d'humilité d'un côté et une dose de confiance en soi de l'autre, quoi. Oui, alors c'est sûr que les vieux ronchons qui te disent qu'eux ils savent tout et que tout ce que savent les jeunes c'est des conneries, ceux-là je les inclus pas Ouais, bien sûr. dans le débat, quoi. Bon, voilà. L'humilité elle est indispensable, mais par contre il faut pas oublier quand même que des fois, tu vois, moi je vais donner un exemple tout simple. Voilà, un exemple tout simple qui illustre un peu ça. J'étais en train de faire du travail administratif à l'étage dans les bureaux, et là j'ai un jeune véto qui arrive en panique et qui me dit: ah Jean-Michel, j'ai besoin de toi, je suis désolé de te déranger, mais voilà, il y a quelqu'un là qui vient avec un hara pour le faire sexer. Je ne maîtrise absolument pas l'anesthésie du hara, je sais pas faire les célioscopies, est-ce que tu peux me montrer, etc. Je lui fais: quoi, qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Il vient pour un sexage. Il me dit: oui, c'est ça, un sexage. Je dis: bah, tu lui arraches une plume, puis tu mets un timbre dessus, puis tu l'envoies au labo. Et là, il me regarde avec des yeux tout ronds. Il me dit: ah bon, ça se fait pas par célioscopie? Je lui dis: tu rigoles ou quoi? On va anesthésier un hara qui vaut 6 000 euros. Donc, on prend un risque anesthésique monstrueux. On va lui perforer l'abdomen pour aller y mettre un objet dedans, pour aller voir si c'est un mâle ou une femelle, alors que t'arraches une plume et tu fais un cariotype. C'est réglé. J'ai dit: tu te rends compte que ce que tu proposes à la personne, il va en avoir 300 ou 400 balles, et que moi, ce que je te propose, ça vaut 25 euros plus un timbre. Et il savait pas, quoi. Il savait pas. Il savait pas que ça pouvait se faire comme ça. Donc, tu vois, là, t'as l'enseignement d'un côté, qui est vraiment défectueux à ce niveau-là, quoi. Franchement, merde, quoi. Merde. C'est quand même dingue de penser à ça. Et attends, lui, il m'a dit que dans la clinique de référé NAC où il avait bossé avant, il faisait comme ça. Et pour sexer les oiseaux, il faisait tout par célioscopie. Mais c'est complètement, c'est de la folie. Et donc je lui ai dit: c'est de la folie d'un point de vue technique, médical, économique, bénéfice-risque. Enfin, ça coche toutes les cases rouges, quoi. Toutes les cases rouges. Et j'aurais très bien pu me dire: ah merde, oui, maintenant ça se fait par célioscopie, je vais m'y mettre, quoi. Mais je m'y mettrai jamais. Je m'y mettrai jamais. Proposer des choses comme ça aux gens alors que tu peux le faire de façon très simple. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre d'écueil dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber. Ouais, clairement. C'est un très bon exemple. Tu vois, j'avais pas tort. C'était un côté assez philosophe. Oui, alors je m'intéresse à la philosophie. Je suis pas philosophe, mais je m'intéresse à la philosophie depuis longtemps. Depuis en fait, depuis la terminale, depuis que j'ai connu cette matière, et je lis des essais de philo depuis la terminale, et donc ouais, j'aime bien ça. Parce que tu m'as quand même fait beaucoup sourire. Tu m'as parlé dans ta bio de démarche des éthiques.
en toutes circonstances. Ah oui. Ça m'a fait sourire. Ah oui. Évidemment, j'ai dû le googler parce que, soyons honnêtes, je n'avais jamais entendu ce mot. J'ai appris qu'il venait du grec zézétikos, qui aime chercher. C'est ça. Donc maintenant que j'en sais plus sur toi, je comprends cette définition, parce que le Larousse, j'ai dit il écrit une méthode de recherche fondée sur le doute et la vérification des informations. Donc, je sais pas si tu vas élaborer là-dessus, mais en tout cas, ça colle assez bien avec le personnage que j'ai appris à connaître là dans l'heure qui précède. Ouais. Oui, je suis vraiment animé par cet esprit de zététique dans tout ce que je fais. C'est-à-dire, c'est pas, ça peut paraître pénible quand je l'explique comme ça à des gens qui connaissent pas. Ils me disent mais ça doit être un enfer pour toi parce que tu crois personne, quoi. Tu ne crois rien, tu fais confiance en personne. Or c'est absolument pas ça. Le fait de ne croire en personne, de n'avoir confiance en personne, c'est le fameux doute hyperbolique. Et ça, effectivement, c'est handicapant, c'est bloquant parce que tu dois tout vérifier. Et même ce que tu le vérifies comment? Puisque la source dans laquelle tu vas chercher la vérification, tu ne lui fais pas confiance non plus. Donc ça, c'est le doute hyperbolique. Et ça, c'est une impasse. La zététique, c'est pas ça. La zététique, c'est faire une hiérarchisation des sources. Comme on l'apprend d'ailleurs dans l'evidence-based medicine, avec la notation des sources, un papier qui est basé sur une expérience dans une clinique avec 5 chiens, ça va avoir une note, et par contre une méta-analyse basée sur un regroupement de 50 papiers de 30 universités différentes, avec des collèges d'experts qui ont tout validé, ça va pas avoir la même note. Donc ça, c'est ce principe-là, j'essaye de l'appliquer tout le temps. Mais sans jamais, le gros piège de la zététique, c'est de biaiser l'écoute que tu as de ton interlocuteur en lui faisant sentir que tu doutes de ce qu'il dit. Parce que là, du coup, le message va être biaisé. Donc en fait, la zététique, ça demande d'abord d'apprendre à écouter. Apprendre à écouter sans jugement, recueillir les données, recueillir l'information. Même si le mec il te dit que la Terre est plate, écoute-le jusqu'au bout. Essaye de comprendre pourquoi il pense ça, qu'est-ce qui l'a amené à penser ça. Et ça a deux vertus. Déjà, tu vas comprendre que peut-être c'est pas que la Terre est plate qu'il pense, c'est que on s'est foutu de sa gueule quand il était petit, tu vois, à l'école par exemple, ou que il a jamais adhéré aux méthodes éducatives de l'école. Donc en fait, le fait qu'il pense que la Terre est plate, c'est peut-être juste la partie émergée de l'iceberg. En fait, c'est ce qu'il y a en dessous qui est intéressant, d'une part. Et le fait de l'écouter simplement et de l'amener à construire son raisonnement, ça va le faire douter peut-être. Peut-être avec une petite chance, il va se dire qu'il y a des trucs qui collent pas dans ce qu'il raconte. Et donc, le simple fait de l'avoir écouté, peut-être que t'as fait beaucoup plus avancer les choses que de l'affronter frontalement en lui disant mais t'es con ou quoi, regarde l'horizon quoi. Et la zététique, c'est ça. C'est d'abord de l'écoute et après essayer progressivement de chercher la vérité qui est multiple, mais de chercher une vérité en tout cas dans ce que tu peux lire, dans les différentes informations que tu peux recueillir, et après te faire ton opinion personnelle qui sera forcément que tu pourras forcément remettre en question, que tu pourras contredire et qui pourra changer. Pour moi, une opinion, si elle est immuable, intangible, elle est forcément fausse. Une opinion qui est juste, elle est forcément, on peut la changer, puisqu'elle a été construite, donc elle peut être déconstruite et reconstruite. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Moi, je suis capable de changer d'avis en une seconde. Quelqu'un qui va me donner un argument qui va me convenir et qui va d'un coup expliquer tout un tas de mécanismes, ça peut me faire changer d'avis en une phrase. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit il y a que ça qui marche. Les vétos qui vous disent si tu veux que ça marche, il faut faire comme ça, sinon ça marche pas. Écoutez-les, recueillez l'information, mais surtout ne vous en servez pas. Tu donnerais d'autres conseils si t'avais la plus jeune version de toi-même en face de toi aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais écoute plus. Écoute plus. Quand j'étais jeune, j'écoutais pas assez. Et il faut écouter tout le monde, les clients. Quand j'étais jeune, j'écoutais pas les clients. Je me jetais sur le chien ou la vache ou le cheval et j'écoutais le cheval. J'écoutais pas les gens. Et ça, c'est une erreur monumentale. En fait, les gens, certes, avec
leurs erreurs, leurs approximations, leur discours qui souvent est à côté de la plaque, qui te racontent comment ils ont rencontré le chien, comment ils l'ont adopté, etc. Toi, tu t'en fous. Et ben pourtant, écoute, parce que dans ce qu'ils vont te raconter, il y a peut-être le petit élément qui va t'aider. Donc, l'écoute. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai appris. C'est pas quelque chose qui était inné. Enfin, pas en tout cas quelque chose que j'avais en sortant de l'école. Et j'ai appris ça, j'ai appris à me taire et à écouter les gens. Et souvent, l'info, elle arrive à la fin. Souvent, t'as écouté 10 phrases qui servent à rien et tu commences à t'endormir et paf, il te donne la bonne info, quoi. Et si tu l'avais pas écouté, eh ben tu l'aurais pas eu l'info. Ou si tu l'avais coupé la parole, si tu t'avais été sec en lui faisant comprendre qu'il te gonfle et que du coup t'as pas envie d'écouter ses conneries, t'aurais pas eu l'info. Donc faut accepter. Les gens ils sont comme ils sont et ils ont pas de compétences scientifiques. Donc des fois ils racontent absolument n'importe quoi, mais c'est pas grave. Il faut les écouter et souvent au détour d'une phrase, il y a un élément qui va te servir. Et au-delà de ça, c'est une partie du métier de se connecter aux personnes qui sont en face de nous, en plus de l'animal. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est maintenant qu'on a des avis Google. Jusqu'à il y a quelques années, on savait pas ce que c'était, mais maintenant nos cliniques ont des avis Google. Et c'est vrai que je les regarde pas souvent, mais là ces derniers temps, on a fait un petit challenge à remonter nos avis Google dans les différentes cliniques entre associés. Et du coup, je les lis. Et c'est marrant de voir que souvent l'écoute, ça revient en fait dans les commentaires 5 étoiles. Les gens ils disent que à Piton-Saint-Leu, là où je travaille, que ils sont écoutés. Et bah ça me fait plaisir parce que je crois ça leur fait plaisir d'être écoutés et bah ça me fait plaisir qu'ils se rendent compte qu'on fait cet effort-là. Ouais, chouette. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, quelque chose dont on n'a pas parlé? Je crois vraiment que notre métier est certes un métier scientifique, et certes un métier qui se base sur la science, la médecine, la biochimie, etc. Mais la littérature, le théâtre, la poésie, la philosophie sont pas des milieux étrangers, sont pas des hobbies, c'est pas c'est pas pour aller y faire du tourisme. C'est quelque chose qui peut nourrir notre métier, notre façon, notre relation à la clientèle, notre relation aux animaux, notre relation entre collègues, notre relation hiérarchique quand on a un patron ou notre relation hiérarchique quand on a des salariés. Et j'ai l'impression, après ça fait peut-être un petit peu vieux machin de dire ça, mais j'ai l'impression que les jeunes vétos lisent de moins en moins et se cultivent de moins en moins. Et ça rend les relations moins fluides et moins humaines. Et on a un énorme lubrificateur de relations humaines qui s'appelle la littérature à notre disposition. C'est gratuit. On va dans n'importe quelle bibliothèque, on peut prendre un livre gratuitement. C'est une source d'émerveillement. Ça permet de s'échapper aussi des préoccupations quotidiennes. Enfin, c'est pour moi c'est indispensable. Et je ne peux qu'encourager les jeunes générations à lire. Lisez tout et n'importe quoi, mais lisez. Voilà. Très beau clap de fin. Merci beaucoup pour ce dernier message. Bah, je t'en prie. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Merci. Bah, moi aussi, j'étais ravi de faire cette interview. C'est une première pour moi et c'était très agréable. Bon, bah chouette. Et je pense qu'on peut saluer au passage l'ami Fred. Oui. Quand même est survenu à beaucoup d'occasions dans ta vie et sur ce podcast. J'espère qu'il écoutera, j'espère que tu lui enverras. Je vais lui dire, d'écouter et c'est vrai qu'il a été à tous les virages. et je resalue Pierrick qui nous a gentiment mis en relation. Pierrick, très très bon compétiteur de force athlétique également. Pas du tout le même gabarit que moi, lui il joue chez les légers mais il est très fort. J'espère qu'il continue et qu'on se reverra dans un championnat de France. Bon, très bien.
Et je termine juste par la question si les personnes veulent éventuellement te contacter pour en savoir plus sur la force athlétique. Quel est le meilleur moyen de te trouver? Je suis dans l'annuaire. Le groupe s'appelle Soweto et il suffit de demander à mes assistantes mon numéro et elles le communiqueront avec plaisir. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je t'en prie, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.